L'impératif incessant de remplir chaque seconde de ta vie n'est pas une quête de productivité, mais une fuite éperdue de ce qui se passe quand tu ne fais rien. Cette agitation perpétuelle, cette incapacité à faire une pause, n'est pas une simple habitude. C'est un mécanisme de défense neurobiologique sophistiqué. Ton cerveau ne cherche pas seulement l'efficacité, il construit activement une barricade mentale. Nous parlons ici d'une évasion existentielle propulsée par la dopamine. Aujourd'hui, tu vas décrypter le mécanisme précis par lequel ton cerveau orchestre cette hyperactivité chronique, transformant l'action incessante en un bouclier impénétrable contre l'introspection et la sensation de vide émotionnel. Ce que tu vas découvrir pourrait bien redéfinir ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Le cœur de cette stratégie d'évitement réside dans l'interaction complexe entre la propension naturelle de notre esprit à vagabonder et le puissant système de récompense dopaminergique. Imagine ton esprit comme une vaste bibliothèque silencieuse. Lorsque tout est calme, tu peux entendre des échos, parfois des murmures inquiétants provenant des recoins les plus sombres, les ruminations sur les erreurs passées, les angoisses futures, les incertitudes de l'existence. Ce réseau du mode par défaut, ou DMN, est essentiel pour la créativité et la planification, mais il peut aussi devenir une source de malaise lorsque l'introspection révèle des zones d'ombre. Pour échapper à cette cacophonie intérieure potentielle, ton cerveau a une astuce. Il inonde la bibliothèque de bruit. Il allume toutes les lumières, met de la musique à fond, organise des débats incessants, tout cela pour étouffer le silence. Chaque tâche entreprise, chaque notification prêtée, chaque courriel envoyé agit comme un de ces bruits. C'est une distraction constante. Ce n'est pas une conjecture, c'est une observation étayée. Une étude fondamentale de Timothy Wilson et ses collaborateurs, publiée en 2014, a démontré à quel point les individus évitent le simple fait d'être seuls avec leurs pensées. Ils ont montré que de nombreuses personnes préféraient s'administrer des chocs électriques légers plutôt que de rester assis dans une pièce calme sans aucune stimulation externe. Pense à ça. Recevoir une douleur physique délibérément, simplement pour éviter le face-à-face avec soi-même. Ce n'est pas une aversion pour la pensée elle-même, mais une aversion pour le vide potentiellement inconfortable qu'elle peut révéler. C'est fascinant, n'est-ce pas? La stimulation externe, même négative, est préférée au silence intérieur. Ce cycle est incroyablement puissant parce que chaque petite victoire, chaque élément barré de ta liste de choses à faire, même insignifiant, libère une petite décharge de dopamine. Ton cerveau apprend à associer l'activité, n'importe quelle activité, à une micro-récompense. Il ne s'agit pas de la pertinence ou de l'importance de la tâche, mais de l'acte même de faire, de cocher, de passer à autre chose. Tu es donc piégé dans un cycle où l'activité est récompensée et le repos est perçu comme une menace. Tu vas voir comment cette dynamique se manifeste dans ton quotidien et comment elle transforme radicalement la perception de tes propres choix. Alors, comment ce mécanisme profond se manifeste-t-il dans ta vie de tous les jours, dans tes décisions, tes relations, tes émotions les plus intimes? C'est ici que la révélation frappe de plein fouet. Avant, tu as toujours cru que ton agenda débordant, tes week-ends surchargés et tes soirées remplies à craquer étaient le signe de ton ambition, de ton efficacité, peut-être même de ton importance dans le monde. Tu te disais que le vide, l'ennui, c'était pour les autres, pour ceux qui n'avaient pas tes projets, tes responsabilités. Tu portais ton épuisement comme un badge d'honneur, preuve de ton dévouement. Après, tu comprends maintenant que chaque tâche ajoutée à ton emploi du temps, chaque distraction compulsive sur ton écran, chaque nouveau projet lancé sans même finir le précédent n'est pas une preuve d'hyperproductivité, mais une brique de plus dans le mur que tu construis entre toi et tes propres émotions. L'épuisement n'est pas un symbole de réussite. C'est le signal d'alarme retentissant d'une fuite intérieure. Pense à l'individu incapable de s'asseoir calmement sans saisir son téléphone, celui qui a besoin d'un podcast en arrière-fond, d'une émission de télévision, de musique, de n'importe quoi pour combler le silence. Ou au professionnel qui ne prend jamais de vacances, qui se sent coupable au moindre ralentissement. Ces comportements, loin d'être anecdotiques, sont des symptômes directs de cette stratégie d'évitement. Une recherche significative de Mark Griffiths, datant de l'an 2005, a défini le workaholisme non pas comme une simple ardeur au travail, mais comme une compulsion, une addiction comportementale caractérisée par un besoin excessif et incontrôlable de travailler. Cette obsession, selon lui, est souvent motivée par des besoins psychologiques non satisfaits, comme le besoin d'échapper à l'anxiété, au vide ou à la dépression, plutôt que par un simple plaisir ou une nécessité économique. C'est l'illustration parfaite d'une activité frénétique utilisée pour échapper à soi-même.
Est-ce que tu te reconnais dans cette course effrénée? Est-ce que tu as déjà annulé des moments de repos pour te plonger dans une tâche juste parce que l'idée du calme te mettait mal à l'aise? Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton cerveau qui, par défaut, a appris à te protéger d'une zone émotionnelle qu'il perçoit comme dangereuse. Et cette protection, paradoxalement, te prive de la capacité de te connaître vraiment, de te connecter profondément et d'éprouver une paix authentique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la compréhension est le premier pas vers la transformation. Voici 3 façons concrètes d'appliquer cette nouvelle conscience dans ta vie quotidienne pour briser ce cycle d'évitement. Premièrement, le journal du vide. La prochaine fois que tu te sens submergé, que l'envie irrépressible de faire quelque chose te saisit, au lieu de céder à l'impulsion, prends un carnet. Note précisément ce que tu ressens à ce moment-là. Est-ce de l'anxiété, de l'ennui, une sensation de vide, même minime? L'objectif n'est pas d'analyser, mais d'observer. Écris simplement ce qui monte. En te forçant à observer plutôt qu'à agir, tu commences à identifier les déclencheurs de ton hyperactivité et à les relier aux états internes que tu fuyais inconsciemment. L'effet attendu est une prise de conscience qui affaiblit le lien automatique entre le malaise interne et la réaction compulsive d'action. Deuxièmement, les mini-pauses intentionnelles. Au lieu de remplir chaque interstice de temps avec une activité, planifie activement des moments de non-activité. Quand tu attends un café, dans les transports en commun ou entre 2 réunions, au lieu de sortir ton téléphone, choisis consciemment de faire absolument rien pendant 1 ou 2 minutes. Respire, observe l'environnement sans jugement, laisse ton esprit vagabonder sans le diriger. L'objectif est de désensibiliser progressivement ton cerveau à la menace du calme et de l'immobilité. Tu apprends à ton système nerveux qu'il n'y a pas de danger immédiat dans l'inaction. Le bénéfice direct est une capacité accrue à la présence et une réduction de l'impulsivité d'agir. Troisièmement, la déconstruction du rush de dopamine. Lorsque tu termines une tâche, quelle qu'elle soit, envoyer un courriel, cocher une liste, finir une présentation, et que tu ressens cette petite poussée de satisfaction, cette micro-récompense dopaminergique, fais une pause intentionnelle. Demande-toi, quelle émotion est-ce que je viens d'éviter ou de masquer avec cette action ? Ce n'est pas une question de jugement, mais d'observation scientifique. Est-ce que cette satisfaction est réellement liée à l'accomplissement intrinsèque ou est-ce simplement une diversion réussie? Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie de survie détournée par ton cerveau. En te posant cette question, tu commences à désolidariser l'action de l'évitement émotionnel, affaiblissant ainsi le cycle de renforcement de l'hyperactivité. Le résultat est une plus grande conscience de tes réelles motivations et une liberté de choisir des actions plus alignées avec tes besoins profonds. Tu réalises maintenant que la personne constamment occupée que tu observes autour de toi, ou que tu as été toi-même, n'est pas simplement hyper productive ou intrinsèquement plus ambitieuse. Elle est peut-être une âme en quête de silence, cherchant désespérément à échapper à un dialogue interne inconfortable ou à un vide émotionnel qu'elle n'ose pas affronter. Tu vois l'empressement humain non plus comme une vertu univoque, mais comme un mécanisme de défense complexe, parfois auto-saboteur, un effort inconscient pour maintenir une distance psychologique de la douleur ou de l'incertitude. Ton regard sur les autres devient plus nuancé, plus empathique, car tu perçois au-delà de l'agitation superficielle les motivations cachées derrière le besoin obsessionnel de contrôle, l'incapacité à déléguer ou même la difficulté à savourer l'instant présent. Et pour toi-même, c'est une libération. Tu commences à voir que ta valeur ne réside pas dans le fait de remplir chaque minute, mais dans ta capacité à être présent, à ressentir et finalement à choisir consciemment tes actions. Prends un instant pour laisser cela s'infuser. Tu as aujourd'hui percé le secret de l'hyperactivité, démasqué la fuite déguisée en efficacité. Ce que tu sais maintenant te donne le pouvoir immense de regarder au-delà de l'agitation superficielle, à la fois en toi et chez les autres, et de comprendre les véritables moteurs du comportement humain. Continue d'explorer ces couches profondes de la psyché humaine avec nous, car chaque révélation est une clé pour une vie plus authentique, plus consciente. Ne te contente jamais de la surface, de ce qui est visible. Le voyage vers la compréhension de l'esprit ne fait que commencer. Et crois-moi, ce qui vient ensuite est encore plus fondamental.